Lors d'une escale à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, un cadre reçoit l'appel terrifiant de sa mère, qui le supplie de l'aider. Elle est enfermée dans un congélateur par sa belle-fille et la communication se coupe avant qu'il ait pu tout comprendre. Désespéré, il plaque tout pour rentrer en toute hâte à Marseille et découvrir une vérité qui changera sa vie à jamais. Cette histoire vous a intéressé? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. On continue. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le hall des départs de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle fourmillait de voix dans des dizaines de langues différentes. Des hommes d'affaires ajustaient leurs cravates tout en parlant au téléphone. Des touristes tiraient des valises colorées et des familles couraient entre les portes d'embarquement. Au milieu de cette foule internationale, Richard Mercier restait immobile devant le panneau des vols, les yeux fixés sur les lettres lumineuses qui annonçaient des destinations du monde entier. Il serrait son téléphone portable avec une telle force que les jointures de ses doigts étaient devenues blanches. L'écran n'affichait qu'un appel terminé, mais ses mots tremblants résonnaient encore en lui comme un cri coincé dans sa gorge. « Richard, mon fils, j'ai si froid. Elle m'a enfermé ici. Fabienne m'a enfermé. S'il te plaît, aide-moi. » La voix de Madame Hélène, sa mère, semblait si fragile, si désespérée, si lointaine. Et puis la communication avait été coupée, simplement coupée. Il avait essayé de rappeler immédiatement, mais le téléphone sonnait et personne ne répondait. Il a essayé le téléphone fixe de la maison, le portable de sa femme, même le numéro de la gouvernante qui travaillait avec eux depuis des années. Rien. Un silence absolu de l'autre côté de l'océan, un silence qui criait plus fort que n'importe quelle tempête. Richard avait 43 ans, les cheveux noirs commençant à grisonner sur les tempes, une carrure athlétique de quelqu'un qui fréquentait la salle de sport, malgré un emploi du temps chaotique, et ce regard déterminé d'un homme habitué à résoudre les problèmes. Il était vice-président exécutif d'une multinationale de technologie, voyageait au moins 15 jours par mois, négociait des contrats millionnaires et avait sous sa responsabilité plus de 2000 employés répartis sur 3 continents. Il était habitué aux crises, aux pressions, aux décisions qui pouvaient coûter des millions en quelques secondes. Mais rien, absolument rien dans sa brillante carrière ne l'avait préparé à ce moment. Il sentit ses jambes flageoler. Un homme à côté de lui le regarda avec curiosité quand Richard s'appuya sur le comptoir d'information, le visage soudainement pâle. Une employée de la compagnie aérienne lui demanda en anglais s'il allait bien. Mais il put à peine répondre. Son esprit partait dans 1000 directions différentes, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Fabienne, sa femme. Fabienne avait enfermé sa mère quelque part. Elle m'a enfermé ici. Où? Pourquoi? Comment? Fabienne était sa femme depuis 7 ans. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement d'entreprise à Paris où elle brillait comme une étoile parmi les entrepreneurs et les personnalités de la haute société parisienne. Elle était publicitaire, belle, intelligente, charismatique, toujours impeccable dans ses robes de créateur et avec ce sourire qui ouvrait toutes les portes dans les cercles les plus exclusifs de la ville. Quand ils ont commencé à sortir ensemble, Richard s'est senti l'homme le plus chanceux du monde. Fabienne était tout ce dont il pensait avoir besoin, sophistiquée, ambitieuse, parfaitement intégrée au monde de l'entreprise qu'il habitait. Le mariage fut somptueux en couverture des magazines, célébré au cercle de l'Union interalliée, avec plus de 300 invités. Mais ces derniers temps, surtout après que Madame Hélène a emménagé avec eux suite au départ prématuré du père de Richard 2 ans plus tôt, de petites fissures avaient commencé à apparaître sur cette façade parfaite. Fabienne se plaignait constamment. Elle disait que la maison était devenue plus petite, qu'elle n'avait plus d'intimité, que sa belle-mère se mêlait de tout. Richard essayait toujours de servir de médiateur, demandait de la patience à sa femme, promettait qu'il trouverait bientôt une solution. Mais quelle solution? Placer sa mère dans une maison de retraite, la laisser seule dans un appartement, veuve et fragilisée? Il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas abandonner la femme qu'il avait élevée seule après le décès de son père quand Richard était encore enfant, qui avait cumulé 3 emplois pour s'assurer qu'il étudie dans « c'est un bon collège », qui avait sacrifié toute sa propre vie pour que son fils ait les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Madame Hélène avait 72 ans, des cheveux entièrement blancs, toujours attachés en un chignon délicat, des mains calleuses de quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie et un sourire timide
qui illuminait son visage ridé. Elle était réservée, ne demandait presque jamais rien. Passait ses journées dans la bibliothèque de l'hôtel particulier à lire de vieux romans ou à s'occuper des orchidées dans le jardin d'hiver. Richard savait que sa mère se sentait déplacée dans cette immense maison de Neuilly-sur-Seine, que la simplicité de son ancien appartement du 15e arrondissement lui manquait, mais chaque fois qu'il suggérait des changements, Madame Hélène insistait sur le fait qu'elle allait bien, qu'elle ne voulait pas déranger, qu'elle avait déjà trop importuné. Maintenant, debout dans cet aéroport parisien, le cœur battant la chamade et les mains tremblantes, Richard sentit une culpabilité dévastatrice lui monter à la gorge. Il était toujours en voyage, toujours absent, toujours trop occupé par des réunions, des présentations, des dîners d'affaires. Quand était-ce la dernière fois qu'il avait vraiment parlé à sa mère? Quand était-ce la dernière fois qu'il s'était assis à côté d'elle sans vérifier son téléphone toutes les minutes? Quand était-ce la dernière fois qu'il avait remarqué si elle allait bien, si elle était heureuse, si elle était en sécurité? Ses paroles revinrent comme des coups de poignard. « Elle m'a enfermé ici. » Enfermé où? Il essaya d'imaginer toutes les pièces de la maison. Le garde-manger, la cave, le dressing. Chaque possibilité était plus terrifiante que la précédente. Et le froid qu'elle avait mentionné. « J'ai si froid. » Cela n'avait aucun sens. C'était l'été à Paris, l'été. Température dépassait les 30 degrés. Pourquoi aurait-elle froid? Une possibilité horrible commença à se former dans son esprit, mais il la repoussa immédiatement. Non. Fabienne ne ferait jamais une chose pareille. Elle pouvait être difficile, exigeante, parfois même cruelle dans ses paroles, mais elle ne serait jamais capable de blesser physiquement quelqu'un. Jamais. Il devait y avoir une autre explication. Peut-être que sa mère était confuse, peut-être que c'était un malentendu, peut-être qu'elle s'était enfermée accidentellement quelque part et avait blâmé Fabienne par erreur. Mais sa voix ne semblait pas confuse. Elle semblait terrifiée. Richard regarda à nouveau le panneau. Son vol pour Dubaï partait dans 2 heures. Là-bas, il devait conclure le plus gros contrat de sa carrière, une négociation qu'il construisait depuis 18 mois et qui placerait son entreprise au sommet du marché asiatique. Son patron, les investisseurs, tout le monde attendait cette signature. Annuler maintenant serait un désastre professionnel. Cela pourrait coûter non seulement le contrat, mais sa propre position dans l'entreprise. Mais il regarda à nouveau son téléphone, cet appel terminé, et toutes les autres considérations disparurent tout simplement. Rien de tout cela n'avait d'importance. Absolument rien. Sa mère avait besoin de lui. Sa mère, qui avait toujours été là quand il en avait eu besoin, qui ne lui avait jamais rien refusé, qui avait vieilli en travaillant pour qu'il puisse avoir un avenir meilleur. Et maintenant, elle était en danger. Elle avait peur. Elle demandait de l'aide. Richard rangea son téléphone dans sa poche et se dirigea d'un pas ferme vers le comptoir de la compagnie aérienne. La même employée qui lui avait demandé s'il allait bien l'accueillit avec un sourire professionnel. « Je dois changer mon vol, » dit-il en anglais, la voix rauque. « Je dois retourner en France. Immédiatement. » La femme tapa sur son ordinateur en fronçant les sourcils. « Monsieur, le prochain vol direct pour Paris ne part que demain matin. Mais nous avons un vol pour Lisbonne dans 1 heure, avec une correspondance pour Paris. Vous arriveriez vers 22 heures, heure locale. Je veux ce vol. Mais vous avez une réservation pour Dubaï? Annulez tout. Je veux le vol pour Paris. Maintenant. » Pendant que l'employé traitait les changements, Richard envoya un message rapide à son assistant pour annuler toutes les réunions de la semaine suivante. Il ne donna aucune explication. Il ne s'excusa pas. Il annula simplement. Puis il appela son patron qui répondit à la 2e sonnerie, la voix enjouée. « Richard, tout est en ordre pour demain? Les chers sont impatients. Je ne pourrai pas venir, Paul. Urgence familiale. » Silence de l'autre côté. Puis la voix du patron changea complètement de ton. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? Richard, ce contrat vaut 120 millions de dollars. Tu ne peux pas simplement... C'est ma mère, Paul. Elle est en danger. Je dois rentrer à la maison maintenant. » « En danger? Quel genre de danger? Richard, sois raisonnable. Tu peux régler ça à distance, envoyer quelqu'un vérifier. Ça peut attendre 2 jours. » « Non, ça ne peut pas. Tu vas jeter par-dessus bord tout ce que nous avons construit? Tu sais ce que ça signifie pour ta carrière? Les autres cadres vont te passer devant, Richard. Tu vas perdre ce poste. » Richard ferma les yeux.
Une partie de lui savait que Paul avait raison. Une partie de lui savait qu'il commettait un suicide professionnel. Mais quand il rouvrit les yeux, la décision était déjà prise. Alors qu'il en soit ainsi. Envoie quelqu'un d'autre à Dubaï, je rentre chez moi. Et il raccrocha. Les heures suivantes furent un brouillard d'anxiété et de désespoir. Richard embarqua sur le vol pour Lisbonne, s'assit près du hublot et regarda les nuages sans vraiment les voir. Il essaya d'appeler chez lui des dizaines de fois, mais personne ne répondit. Il envoya des messages à Fabienne, à la gouvernante Sébastienne, même à quelques voisins. Rien. Comme si toute la maison avait simplement disparu de la carte. Il ne put rien manger pendant le vol. Il ne put pas dormir. Il resta simplement assis là, repassant mentalement chaque interaction récente avec Fabienne, cherchant des signes qu'il aurait manqués, des indices que quelque chose n'allait pas. Et plus il y pensait, plus les choses commençaient à s'emboîter de manière troublante. Ces derniers mois, chaque fois qu'il revenait de voyage, Madame Hélène semblait plus silencieuse, plus renfermée. Il y eut cette fois où il l'avait trouvée en larmes dans le jardin et elle avait dit que c'était juste le manque de son mari. Il y eut cette fois où il avait remarqué un bleu sur son bras et Fabienne avait expliqué que sa belle-mère avait trébuché dans les escaliers. Il y eut cette fois où Sébastienne, la gouvernante, avait demandé à lui parler en privé et Fabienne avait interrompu en disant que l'employé était renvoyé pour vol. Richard n'avait pas posé de questions. Il avait fait confiance à sa femme, il l'avait cru. Maintenant, chacun de ses souvenirs revenait sous une lumière différente, plus sombre, plus effrayante. Et si ce n'était pas des coïncidences? Et si c'étaient des signes qu'il avait ignorés parce qu'il était trop occupé, trop important, trop distant? L'escale à Lisbonne fut une torture. Richard arpenta le terminal comme un automate, acheta un café qu'il ne but pas, s'assit en face de la porte d'embarquement et resta là, immobile, à compter les minutes. Quand ils embarquèrent enfin sur le vol pour Paris, il ressentit un soulagement momentané, mais il fut bientôt remplacé par une peur encore plus grande. Qu'allait-il trouver en arrivant à la maison? Où était sa mère? Était-elle encore en vie? Le mot qu'il s'était interdit de penser émergea finalement, inévitable et terrifiant. Pendant les 2 heures de vol au-dessus de l'Europe, Richard ne retira pas son téléphone du mode avion une seule fois. Il savait qu'il n'aurait pas de signal, mais il continuait de regarder l'écran noir comme s'il pouvait magiquement lui donner des réponses. À côté de lui, une jeune femme dormait appuyée contre le hublot. Dans la rangée de devant, un enfant regardait des dessins animés. Tout si normal, si quotidien, alors que son monde s'effondrait silencieusement à 10 000 mètres d'altitude. Il pensa à son père. Albert Mercier avait été un homme simple, mécanicien de profession, décédé subitement d'un problème cardiaque quand Richard n'avait que 8 ans. Sa mère s'était retrouvée seule avec un enfant à élever, sans diplôme, sans beaucoup d'options. Elle faisait de la couture, préparait des gâteaux sur commande, donnait des cours de soutien. Richard a grandi en voyant sa mère travailler jusque tard dans la nuit, les yeux rouges de fatigue, mais toujours avec ce sourire quand il rentrait de l'école. Quand il a obtenu une bourse pour l'université, Madame Hélène a pleuré de joie. Quand il a obtenu son premier emploi dans la multinationale, elle a organisé une modeste fête dans l'appartement et a invité tous les voisins. Quand il s'est marié avec Fabienne, elle a porté la plus belle robe qu'elle avait et a dansé à la fête, comme si elle était la personne la plus heureuse du monde. « Je suis si fière de toi, mon fils », lui avait-elle dit ce soir-là, tenant son visage entre ses mains calleuses. « Tu es arrivé si loin. Ton père serait si fier. » Et comment avait-il rendu tout cet amour? En travaillant de plus en plus, en voyageant de plus en plus, en s'éloignant de plus en plus. Il avait mis sa carrière au-dessus de tout. Il avait laissé sa mère seule dans une maison étrange avec une belle-fille qui, apparemment, la détestait. Il avait ignoré tous les signes parce que c'était plus facile, plus pratique, moins compliqué. L'avion atterrit enfin sur le sol français à 22h15. Richard n'attendit même pas ses bagages. Il courut à travers le terminal d'Orly, passa la douane sans s'arrêter, sortit directement vers la station de taxi. Le chauffeur était un monsieur sympathique qui essaya d'engager la conversation sur le football, mais abandonna quand il se rendit compte que son passager n'écoutait même pas. Richard ne faisait que répéter mentalement l'adresse, Neuilly-sur-Seine, comme si prononcer le nom du lieu pouvait faire avancer la voiture plus vite. La circulation sur le boulevard périphérique était plus fluide que d'habitude pour un jour de semaine.
Les lumières de la ville défilaient par la fenêtre, des panneaux publicitaires annonçant des produits que Richard ne voyait pas, des gens sur les trottoirs vivant leur vie normale, pendant qu'il traversait le pire cauchemar imaginable. 40 minutes plus tard, le taxi entra dans le quartier luxueux où se trouvait sa maison. Le gardien le salua normalement, sans aucune indication que quelque chose n'allait pas. Les rues arborées du quartier étaient tranquilles, silencieuses, chaque hôtel particulier protégé par de hauts murs et des caméras de sécurité. Quand le taxi s'arrêta devant le portail de sa maison, Richard jeta quelques billets au chauffeur sans attendre la monnaie et sauta pratiquement de la voiture. La maison était éclairée. Il pouvait voir les lumières du salon allumées, la piscine avec cet éclairage bleuté, tout semblait normal. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être que sa mère allait bien. Peut-être. Il composa le code sur le portail électronique avec des doigts tremblants. Le portail coulissa lentement, si lentement. Richard n'attendit pas qu'il s'ouvre complètement. Il se glissa par l'ouverture dès qu'il put et courut à travers le jardin jusqu'à la porte d'entrée. Il utilisa sa clé, poussa la porte avec force. « Maman, maman !» Fabienne apparut en haut de l'escalier, descendant avec cette élégance calculée qui la caractérisait toujours. Elle portait un ensemble de jogging blanc, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval, le visage sans maquillage. Elle semblait surprise, ou peut-être feignait-elle la surprise. « Richard, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais pas être à Dubaï. Où est ma mère ?» Fabienne descendit quelques marches de plus, son expression se changeant en inquiétude. « Ta mère se repose, chérie. Elle ne se sentait pas bien aujourd'hui, elle a passé toute la journée au lit. » « Mensonge. Elle m'a appelé. Elle a dit que tu l'avais enfermée quelque part. » Le visage de Fabienne changea subtilement. Un éclair de quelque chose que Richard ne put identifier, quelque chose qui disparut si vite qu'il douta presque de l'avoir vu. Puis elle soupira, secouant la tête avec une expression de patience infinie. « Richard, ta mère est très confuse ces derniers temps. Je te l'ai déjà dit. Elle oublie des choses, mélange la réalité et l'imagination. Ce matin, elle a insisté sur le fait que j'avais caché ses bijoux, alors qu'elle n'a même pas de bijoux de valeur. Ce fut une journée difficile. Je veux la voir. Maintenant. Elle dort, chérie. Elle a pris un calmant. Il vaut mieux la laisser se reposer. » Mais Richard montait déjà les escaliers, ignorant les protestations de Fabienne. Il la dépassa, traversa le couloir et poussa la porte de la chambre qu'il avait décorée spécialement pour sa mère quand elle était venue vivre avec eux. Le lit était impeccablement fait, les oreillers bien disposés mais vides, complètement vides. « Où est-elle, Fabienne? Où est ma mère ?» Sa femme l'avait suivie jusqu'à la chambre. Elle croisa les bras, son expression devenant plus dure. « Je te l'ai déjà dit. Elle se repose. » « Dans quelle chambre? »« Dans sa chambre. C'est sa chambre. »« Non, chérie. Aujourd'hui, elle a voulu dormir dans la chambre d'amis. Tu sais comment elle est quand elle est confuse. » Richard sortit de la chambre et se dirigea directement vers la chambre d'amis au bout du couloir. Vide aussi. Il se retourna, regarda Fabienne avec une fureur qu'il n'avait jamais ressentie de sa vie. « Je vais retourner cette maison entière s'il le faut. Je vais chercher dans chaque pièce, dans chaque placard, dans chaque recoin. Et tu vas me dire maintenant, à cet instant précis, où est ma mère. » Fabienne le fixa pendant un long moment. Et puis, pour la première fois depuis que Richard était entré dans la maison, il vit la peur dans ses yeux, une peur authentique. « Elle est à l'hôpital, » dit finalement Fabienne, la voix basse. Le monde s'arrêta. « À l'hôpital? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » « C'est un accident, Richard. Un terrible accident. » Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le mot « hôpital » résonna en lui comme un glas funèbre, lourd et définitif. Il regarda Fabienne, cette femme avec qui il avait partagé les 7 dernières années de sa vie, et soudain, elle lui parut être une parfaite inconnue. Une inconnue qui le regardait avec une expression mêlant défi et quelque chose qui pourrait être du remords, ou peut-être juste de l'irritation d'avoir été découverte. Quel hôpital, quel hôpital, Fabienne? L'hôpital américain de Paris. Elle y est depuis cet après-midi. Depuis cet après-midi? Et tu n'as pas jugé nécessaire de m'appeler, de me prévenir? Ma mère est hospitalisée et tu as simplement... J'ai essayé de t'appeler, Richard. La voix de Fabienne monta d'une octave, prenant ce ton de victime qu'elle utilisait si bien.
J'ai essayé plusieurs fois, mais tu ne répondais pas. Tu étais dans ton vol important, dans ta réunion très importante qui ne pouvait pas être interrompue. » Richard sortit son téléphone de sa poche et vérifia l'historique. En effet, il y avait 3 appels manqués de Fabienne, tous passés alors qu'il était dans l'avion entre Paris et Lisbonne, le téléphone en mode avion. Mais cela n'expliquait pas pourquoi elle n'avait pas répondu quand c'était lui qui avait essayé d'appeler. Cela n'expliquait pas le désespoir dans la voix de sa mère. Cela n'expliquait absolument rien. Quel genre d'accident? Les mots sortirent entre ses dents serrées. Fabienne détourna le regard, le fixant sur un point indéterminé du mur. Elle est restée coincée dans le congélateur du cellier. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais quand je l'ai trouvée, elle était en état d'hypothermie. Coincée dans le congélateur, Richard sentit une nausée lui monter à la gorge. Comment quelqu'un peut-il rester coincé dans un congélateur? Je ne sais pas, Richard. Je n'ai pas vu comment c'est arrivé. Quand je suis descendu pour vérifier pourquoi elle n'avait pas déjeuné, j'ai trouvé la porte bloquée. J'ai dû appeler un technicien pour l'ouvrir. Et par hasard, l'as-tu entendu appeler à l'aide, crier, frapper à la porte? Le cellier est loin du salon, tu le sais bien. Et j'étais en visioconférence avec un client. Je ne suis allé vérifier que lorsque... Richard n'attendit pas d'entendre le reste. Il tourna les talons et descendit les escaliers en courant, manquant de trébucher sur les dernières marches. Fabienne cria quelque chose derrière lui, mais il était déjà dans le garage, montant dans sa voiture. Le moteur de la BMW rugit quand il tourna la clé avec trop de force, faisant crisser les pneus sur le marbre en accélérant vers le portail automatique. La ville était plus animée maintenant, la vie nocturne de Paris en pleine effervescence même pour un lundi. Les voitures circulaient sur les avenues, les bars étaient pleins de gens qui riaient et buvaient, des panneaux lumineux annonçaient des concerts et des événements. Richard traversa tout cela comme s'il était dans un tunnel, ne voyant que la route devant lui, les lumières des autres voitures floues à cause des larmes qu'il refusait de laisser couler. Le trajet jusqu'à l'hôpital américain de Paris dura 20 minutes qui parurent 20 heures. Il se gara n'importe comment sur une place réservée aux médecins, ne prêtant même pas attention lorsque le gardien lui cria qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. Il entra en courant dans le hall principal, dépassant les réceptionnistes qui tentèrent de l'arrêter, et se dirigea directement vers le bureau d'information. « Hélène Mercier, où est-elle? Quelle chambre ?» L'employé tapa sur l'ordinateur avec ce calme professionnel qui rendit Richard presque fou d'impatience. « Madame Hélène Mercier a été admise à 15h30. Elle est dans l'unité de soins intensifs, chambre 312. » Richard ne remercia même pas. Il courut vers les ascenseurs, appuya sur le bouton du 3e étage à plusieurs reprises, comme si cela pouvait faire arriver la cabine plus vite. Quand les portes s'ouvrirent enfin au bon étage, il sortit avant qu'elle ne soit complètement ouverte, bousculant une infirmière qui portait un plateau de médicaments. « Pardon, excusez-moi. » Il passa les doubles portes de l'unité spéciale, cherchant frénétiquement les numéros des chambres. 302, 304, 308. Quand il arriva au 312, il hésita pour la première fois. La porte était entr'ouverte. Une lumière douce venait de l'intérieur. Il pouvait entendre le bip régulier des moniteurs, ce son caractéristique des hôpitaux qui lui donnait toujours des frissons. Richard poussa doucement la porte. Madame Hélène était allongée dans le lit, si petite sous les draps blancs qu'elle semblait avoir rétrécis. Des fils et des tubes reliaient son corps au moniteur à côté du lit. Une perfusion s'écoulait lentement dans une veine de son bras gauche. Ses cheveux blancs, normalement attachés en ce chignon soigné, étaient lâches et en désordre sur l'oreiller. Mais ce qui choqua le plus Richard fut le visage de sa mère. Il était pâle, si pâle qu'il semblait de cire. Ses lèvres avaient une teinte légèrement bleutée. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux fermés. « Maman !» Le mot sortit comme un murmure étranglé. Il s'approcha du lit, prit délicatement sa main. Elle était glacée, bien plus froide qu'elle n'aurait dû l'être. Richard s'assit sur la chaise à côté du lit, serra cette main fragile entre les siennes et permit enfin aux larmes de couler. « Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi de ne pas avoir été là. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé. Pardonne-moi. » Il ne sut pas combien de temps il resta là, tenant sa main, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser dans des mouvements lents et réguliers. La porte de la chambre s'ouvrit et une jeune femme médecin entra, portant une blouse blanche et une tablette à la main.
Elle avait des yeux bienveillants et un sourire doux qui se voulait réconfortant. « Monsieur Mercier, je suis le docteur Béatrice Alain, responsable du cas de votre mère. » Richard se leva immédiatement. « Comment va-t-elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» La médecin lui fit signe de sortir de la chambre. « Parlons dans le couloir pour ne pas la déranger. » Ils marchèrent jusqu'à une petite salle d'attente vide au bout du couloir. Le docteur Alain s'assit et indiqua à Richard de faire de même, mais il ne le pouvait pas. Il resta debout, les bras croisés, tout son corps tendu en attendant le verdict. « Votre mère est arrivée ici en état d'hypothermie modérée. Sa température corporelle était de 32 degrés, alors que la normale est de 37. Elle présentait également des signes de déshydratation sévère et était dans un état de semi-conscience. Heureusement, nous avons réussi à la stabiliser. Elle est hors de danger. » Richard sentit ses genoux flageoler de soulagement. « Dieu, merci. Quand se réveillera-t-elle? Probablement dans les prochaines heures. Nous lui avons administré des sédatifs légers pour que son corps puisse récupérer sans stress supplémentaire. » La médecin fit une pause, regardant sa tablette comme si elle choisissait soigneusement ses prochains mots. « Monsieur Mercier, je dois vous poser quelques questions sur les circonstances qui ont conduit votre mère à cet état. Ma femme a dit que c'était un accident, qu'elle était restée coincée dans le congélateur du cellier. Et vous croyez cela ?» La question prit Richard par surprise. Il regarda la médecin, cherchant à comprendre ce qu'elle suggérait. « Pourquoi n'y croirais-je pas ?» Le docteur Alain soupira. « Parce que, en plus de l'hypothermie, nous avons trouvé d'autres signes préoccupants lors de l'examen physique. Votre mère est nettement en dessous de son poids normal pour son âge et sa taille. Il y a des ecchymoses à différents stades de guérison sur ses bras et son dos, certaines récentes, d'autres anciennes. Ses ongles montrent des signes de carence nutritionnelle prolongée, et il y a des marques sur ses poignets compatibles avec une sorte de contention. » Richard sentit le sang se glacer dans ses veines. « Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je dis que les signes que nous avons observés sont compatibles avec de la négligence et potentiellement de la maltraitance sur personnes âgées, monsieur Mercier. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais mon devoir en tant que médecin est de signaler ces soupçons aux autorités compétentes. J'ai déjà contacté notre assistante sociale pour évaluer le cas. » « De la maltraitance ?» Richard dut s'appuyer contre le mur. Les mots de la médecin semblaient venir de très loin, traversant un épais brouillard. « Vous dites que quelqu'un faisait du mal à ma mère, dans ma propre maison. C'est une possibilité qui doit être examinée. Monsieur Mercier, quand avez-vous vu votre mère en personne pour la dernière fois ?» Richard essaya de se souvenir. Son dernier voyage avait commencé il y a combien de temps? 2 semaines? 3? Et avant cela, il était à peine à la maison. Il avait toujours un dîner d'affaires, une présentation à préparer, une conférence téléphonique internationale. Même quand il était physiquement présent, son esprit était toujours ailleurs, à résoudre des problèmes de travail. Quelques semaines. L'aveu sortit aussi douloureux qu'un éclat de verre. Le docteur Alain ne le jugea pas, du moins pas ouvertement, mais Richard sentit le poids du jugement sur lui-même. Comment n'avait-il pas remarqué? Comment avait-il laissé cela se produire sous son propre toit? L'assistante sociale voudra parler avec vous, et aussi quand elle se réveillera avec votre mère. En attendant, votre mère restera en observation ici à l'hôpital. Je veux m'assurer qu'elle est complètement rétablie avant d'envisager sa sortie. Combien de temps est-elle restée dans ce congélateur? D'après la gravité de l'hypothermie et la réponse de son organisme, j'estime qu'entre 4 et 6 heures. 4 à 6 heures. Richard ferma les yeux, essayant de ne même pas imaginer la terreur que sa mère avait dû ressentir, le froid pénétrant, l'obscurité, le désespoir de crier sans que personne ne vienne, la certitude croissante qu'elle allait mourir, là, seule, oubliée. Aura-t-elle des séquelles? Il est trop tôt pour le dire. L'hypothermie peut avoir des effets prolongés, surtout chez les personnes âgées, mais elle a été traitée à temps. Nous allons la surveiller de près. La médecin se leva, posa une main sur l'épaule de Richard dans un geste de réconfort. « Je sais que c'est difficile de digérer tout cela, mais votre mère est en vie et elle est en sécurité maintenant. Nous allons prendre soin d'elle, et nous allons découvrir ce qui s'est réellement passé. » Après le départ de la médecin, Richard retourna dans la chambre. Il rapprocha la chaise du lit et reprit la main de sa mère.
Il observa son visage, cherchant des signes des mauvais traitements que la médecin avait mentionnés. Comment n'avait-il pas vu avant? Les bleus, la perte de poids, la façon dont elle se recroquevillait chaque fois que Fabienne entrait dans la pièce. Tous les signes étaient là, lui criant au visage. Mais il était trop occupé, trop important, trop absent pour s'en rendre compte. Les heures passèrent lentement. Des infirmières entraient périodiquement pour vérifier les signes vitaux, noter des informations dans les dossiers, ajuster le goutte à goutte de la perfusion. Richard ne quitta pas la chambre une seule minute. Vers 3 heures du matin, il sentit la main qu'il tenait bouger légèrement. Les yeux de Madame Hélène s'ouvrirent lentement, encore, troubles à cause de la sédation. « Richard ?» La voix était si faible qu'il l'entendit à peine. « Je suis là, maman. Je suis là. » Elle essaya de sourire, mais l'effort sembla l'épuiser. « Tu es revenu. »« Bien sûr que je suis revenu. Tu m'as appelé, tu te souviens, tu m'as demandé de l'aide. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « J'avais si peur, si froid. J'ai cru que j'allais mourir là-dedans. »« Tu ne vas pas mourir, maman. Tu es en sécurité maintenant. Je suis là, et je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. » Madame Hélène referma les yeux, les larmes coulant sur ses tempes. C'était elle, Richard. Fabienne. Elle m'a enfermé là exprès. Pourquoi, maman? Pourquoi ferait-elle ça? Parce que j'ai vu. J'ai vu ce qu'elle faisait. Tu as vu quoi? Mais Madame Hélène s'était déjà rendormie, épuisée par cette brève conversation. Richard resta assis là, l'esprit bouillonnant de questions. Qu'est-ce que sa mère avait vu? Quel secret Fabienne cachait-elle qui l'aurait poussé à faire quelque chose d'aussi terrible? Le jour se leva, gris, sur Paris. Richard observa la douce lumière du matin entrer par la fenêtre de la chambre, illuminant le visage de sa mère. Il n'avait pas dormi une seule minute, mais il ne se sentait pas fatigué. Il ne ressentait qu'une colère froide et cristalline qui grandissait en lui. Vers 9 heures du matin, une femme d'une 50aine d'années entra dans la chambre. Elle avait des cheveux bruns courts, portait des lunettes à monture colorée et tenait une mallette en cuir. Son attitude était à la fois professionnelle et chaleureuse. « Monsieur Mercier, je suis Marianne Dubois, l'assistante sociale de l'hôpital. Le docteur Alain m'a demandé d'évaluer le cas de votre mère. » Ils parlèrent à nouveau dans le couloir. Marianne posa des questions détaillées sur la routine de Madame Hélène, sur qui s'occupait d'elle, sur les changements de comportement que Richard aurait pu remarquer. Il répondit avec une honnêteté brutale, admettant sa propre négligence, ses voyages constants, son absence. « Monsieur Mercier, je ne suis pas là pour vous juger, » dit gentiment Marianne. « Je suis là pour protéger votre mère. Et d'après ce que le docteur Alain a observé et ce que vous me racontez, je crois que votre mère a été victime de maltraitance systématique. C'est un crime grave. Qu'est-ce que je dois faire? Comment puis-je la protéger? Premièrement, votre mère ne peut pas retourner dans cette maison tant que votre femme y est. Deuxièmement, je vous recommande vivement de chercher un conseil juridique. Des mesures de protection peuvent être demandées. Et troisièmement, quand votre mère sera en état, je devrai parler avec elle pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Elle me l'a déjà dit. C'est ma femme qui l'a enfermée dans le congélateur. » Marianne nota quelque chose dans son dossier. « Je vais inclure cela dans mon rapport. Mais il faudra plus de preuves, monsieur Mercier. La parole de votre mère contre celle de votre femme pourrait ne pas suffire, surtout si votre femme engage de bons avocats. Alors de quoi ai-je besoin? De preuves, de témoins, de documents, tout ce qui peut corroborer la version de votre mère. » Quand Marianne partit, Richard resta dans le couloir, réfléchissant. Des preuves, des témoins. Sa maison avait des caméras de sécurité, mais Fabienne contrôlait le système. Sébastienne, la gouvernante, avait été renvoyée, mais peut-être pourrait-elle témoigner. Il y avait les voisins, les autres employés qui avaient travaillé dans la maison au fil des ans. Il sortit son téléphone et appela le cabinet d'avocats, qui fournissait des services à son entreprise. Il demanda à parler directement à l'associée senior, maître Pauline Marchand, une femme de 60 ans connue pour sa férocité dans les causes qu'elle défendait. « Richard? Quelle surprise! J'ai entendu dire que tu avais annulé Dubaï. Tout va bien? »« Non, Pauline, rien ne va. J'ai besoin d'aide, d'une aide urgente. » Il expliqua la situation, dans les grandes lignes, essayant de garder la voix ferme mais la sentant se briser à certains moments. Pauline l'écouta en silence,
posant des questions précises, son esprit juridique travaillant déjà sur les possibilités. « Richard, c'est très sérieux. Nous parlons de crimes de torture, de maltraitance sur personnes âgées, de possibles tentatives d'homicide. Votre femme risque des décennies de prison si nous parvenons à le prouver. Pouvez-vous m'aider? Je peux et je le ferai. Mais vous devez comprendre une chose. Fabienne est connue, admirée. Elle a des relations sociales importantes. Elle se défendra. Avec tout ce qu'elle a. Ça va devenir très laid, Richard, très laid. Ça m'est égal, elle a failli tuer ma mère. Alors, allons à la guerre. Je viens à l'hôpital maintenant pour que nous commencions à monter le dossier. Et Richard, ne parlez plus à votre femme sans témoin ou avocat présent. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous ou contre votre mère. » Quand Richard raccrocha, il se sentit étrangement soulagé. Pour la première fois en près de 24 heures, il sentait qu'il avait un certain contrôle sur la situation. Il n'était plus seulement un fils désespéré. Maintenant, il avait un plan. Il avait des alliés. Il avait un chemin à suivre. Il retourna dans la chambre et trouva Madame Hélène éveillée, regardant par la fenêtre. Elle tourna le visage quand elle entendit ses pas, et Richard vit quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était de la peur, mais c'était aussi de l'espoir. L'espoir que cette fois, quelqu'un la croirait, que cette fois, elle ne serait pas seule. « Maman, je vais tout faire correctement cette fois, je te le promets. Tu n'auras plus jamais à avoir peur. » Madame Hélène tendit la main et Richard la prit. « J'ai toujours su que tu viendrais, mon fils. Je l'ai toujours su. » Et là, dans cette chambre d'hôpital, sous la pâle lumière du matin, Richard fit un serment silencieux. Peu importe ce que cela coûterait, peu importe le temps que cela prendrait, il s'assurerait que justice soit faite, et que Fabienne paie pour chaque moment de souffrance qu'elle avait infligé à sa mère. La guerre ne faisait que commencer. Maître Pauline Marchand arriva à l'hôpital américain de Paris 2 heures après l'appel de Richard. C'était une femme imposante, les cheveux grisonnants coiffés en un chignon élégant, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable et portant une mallette en cuir qui avait déjà vu de nombreuses batailles judiciaires. Pauline avait la réputation d'être implacable lorsqu'elle défendait ses clients. Mais elle était également connue pour son empathie sincère dans les affaires impliquant des victimes vulnérables. Richard la connaissait depuis des années, depuis qu'elle avait commencé à fournir des conseils juridiques à la multinationale où il travaillait. S'il y avait quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance en ce moment, c'était bien elle. Ils se retrouvèrent dans la même salle d'attente où Richard avait parlé avec le docteur Alain quelques heures plus tôt. Pauline s'assit, croisa élégamment les jambes et ouvrit sa mallette, en sortant un bloc-notes et un stylo. « Richard, avant de commencer, je veux que vous compreniez l'ampleur de ce à quoi nous sommes confrontés, » dit-elle, la voix ferme mais douce. « Fabienne n'est pas n'importe qui. Elle a une image publique impeccable, participe à des événements caritatifs, fait partie du tout Paris, a des amis influents dans la société parisienne. Quand cela deviendra public, et ça le deviendra, elle aura les moyens de se défendre de manière très agressive. Je me fiche des moyens qu'elle a. Elle a failli tuer ma mère. Je sais. Et c'est précisément pour cela que nous devons être stratégiques et méticuleux. Un faux pas pourrait ruiner toute l'affaire. » Pauline cliqua sur son stylo, se préparant à prendre des notes. « Commençons par le début. Racontez-moi tout depuis que votre mère est venue vivre avec vous. » Richard passa l'heure suivante à relater en détail les 2 dernières années. Il parla de la mort de son père, de la façon dont Madame Hélène s'était sentie perdue, dans l'appartement vide du 15e arrondissement, de la décision de la faire venir vivre dans leur hôtel particulier de Neuilly. Il raconta comment Fabienne avait réagi au début, feignant l'enthousiasme, mais laissant échapper des commentaires de plus en plus acides sur la perte de son intimité. Il parla de ses voyages constants, de la façon dont il s'était éloigné sans s'en rendre compte, de tous les signes qu'il avait ignorés. Pauline écoutait attentivement, notant les points importants. « Et les employés? Combien de personnes travaillent à la maison? » Nous en avions 3. Sébastienne, la gouvernante, qui travaillait avec nous avant même l'arrivée de ma mère. Il y avait aussi le jardinier, Roland, qui venait 2 fois par semaine, et Claudine, qui faisait le gros ménage 3 fois par semaine. Vous avez dit « nous en avions ». Ont-ils tous été renvoyés? Sébastienne a été renvoyée il y a environ 4 mois. Fabienne a dit qu'elle volait, mais maintenant je pense que c'est parce que Sébastienne a dû voir quelque chose. Roland a cessé de venir il y a 2 mois.
Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Seule Claudine travaille encore là-bas. Pauline souligna quelque chose dans ses notes. Sébastienne et Roland sont cruciaux. Nous devons les retrouver et entendre ce qu'ils ont à dire. Avez-vous leurs coordonnées? J'ai celles de Sébastienne. Celles de Roland, non. Mais je peux les obtenir. Parfait. Je vais charger un détective privé de les localiser et de leur parler. Nous devons le faire rapidement, avant que Fabienne n'essaie de les contacter en premier. Pauline tourna la page. Et le système de sécurité de la maison? Avez-vous des caméras? Oui, plusieurs. À l'entrée, dans le salon, dans le jardin, dans la cuisine. C'est Fabienne qui les a installés. Elle a dit que c'était pour notre sécurité après des cambriolages dans le quartier. Les yeux de Pauline brillèrent. Cela pourrait être notre salut. Les enregistrements sont probablement stockés sur un serveur ou dans le cloud. Si nous pouvons y accéder avant qu'ils ne soient effacés, nous aurons des preuves visuelles de ce qui s'est passé. Mais Fabienne contrôle le système. Elle a peut-être déjà tout effacé. Peut-être, mais les systèmes de sécurité modernes ont souvent des sauvegardes automatiques. Et effacer des fichiers numériques ne signifie pas les détruire complètement. Un bon expert en informatique légale peut récupérer beaucoup de choses. Pauline ferma son bloc-notes. J'aurai besoin d'une ordonnance du tribunal pour accéder à ces enregistrements. Pour cela, je dois parler à votre mère. Est-elle en état de converser? Elle est réveillée, mais encore très faible. Je vais essayer d'être brève. Ils entrèrent ensemble dans la chambre. Madame Hélène était assise dans le lit, appuyée sur des oreillers, buvant un bouillon que l'infirmière avait apporté. Elle semblait un peu mieux que la veille, avec plus de couleur sur le visage, mais toujours extrêmement fragile. Quand elle vit Richard entrer avec une femme inconnue, ses yeux s'écarquillèrent avec une lueur de peur. « Calme-toi, maman. C'est maître Pauline, une avocate. Elle va nous aider. » Pauline s'approcha lentement, respectant l'espace de Madame Hélène. Elle s'assit sur la chaise à côté du lit et parla d'une voix douce, presque maternelle. « Madame Hélène, je sais que vous avez vécu quelque chose de terrible. Il doit être très difficile d'en parler. Mais pour que je puisse vous protéger et m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais, j'ai besoin que vous me racontiez ce qui s'est passé hier. Pouvez-vous le faire ?» Madame Hélène regarda Richard qui hocha la tête pour l'encourager. Alors elle prit une profonde inspiration et commença à parler, la voix tremblante, mais déterminée. « Fabienne a toujours été froide avec moi. Dès le premier jour où j'ai mis les pieds dans cette maison, j'ai senti que je n'étais pas la bienvenue. Mais au début, elle dissimulait, feignait d'être gentille quand Richard était là. Après qu'il a commencé à voyager davantage, elle a cessé de faire semblant. Quel genre de choses faisait-elle? Au début, ce n'était que des mots. Elle disait que j'étais un fardeau, que je gâchais sa vie, que j'aurais dû aller dans une maison de retraite. J'essayais de me faire toute petite, de rester dans ma chambre, de ne pas déranger, mais ce n'était jamais assez. Les larmes commencèrent à couler. Puis elle a commencé à cacher ma nourriture. J'allais dîner et elle disait que j'avais déjà mangé, que je devenais confuse. D'autres fois, elle m'enfermait dans ma chambre pendant des heures, disant que c'était pour mon bien, que j'étais dangereuse. Richard sentit son cœur se briser. « Maman, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? J'ai essayé, mon fils, mais tu étais toujours occupé, toujours pressé, toujours avec ce téléphone à la main. Et quand je commençais à parler, Fabienne apparaissait, et changeait de sujet ou inventait que j'étais confuse, que j'oubliais les choses. Tu l'as toujours cru. » La culpabilité transperça Richard comme une lame. Elle avait raison. Il avait toujours cru Fabienne. Il avait toujours été plus facile de croire que sa mère devenait sénile que d'affronter la possibilité que sa femme puisse être cruelle. Pauline continua doucement. « Et hier, Madame Hélène, que s'est-il passé hier ?» Madame Hélène ferma les yeux comme si elle rassemblait son courage. « J'étais dans ma chambre le matin quand j'ai entendu des voix étranges venant du bureau de Richard. Je suis descendue pour voir et j'ai entendu Fabienne parler au téléphone. Elle se disputait à propos d'argent, de comptes bancaires, de la façon dont elle allait avoir accès à tout dès qu'elle parviendrait à m'écarter. Elle a dit que j'étais la seule chose qui entravait ses plans. Elle vous a vu écouter? Oui. Quand j'ai fini d'écouter, je me suis retourné pour partir et elle était à la porte me fixant. Ses yeux, maître, je n'ai jamais vu autant de haine. Elle est venue vers moi, m'a attrapé par le bras et m'a traîné jusqu'à la cuisine.
J'ai essayé de résister, mais elle est beaucoup plus forte. Elle m'a poussé à l'intérieur du congélateur du cellier et a verrouillé la porte de l'extérieur. Avez-vous crié? Appelé à l'aide? J'ai crié jusqu'à en perdre la voix. J'ai frappé à la porte jusqu'à ce que mes mains soient blessées. Mais le cellier est isolé, personne n'entend rien de là-bas. Et Fabienne avait renvoyé Claudine plus tôt, en disant qu'elle n'aurait pas besoin d'elle ce jour-là. Madame Hélène sanglota. Je suis restée là dans le noir, le froid me coupant comme des couteaux. J'ai perdu la notion du temps. J'ai cru que j'allais mourir. Puis je me suis souvenu que j'avais mon téléphone dans la poche de mon gilet. J'ai réussi à appeler Richard. Et après que vous ayez appelé, je ne sais pas, je crois que je me suis évanoui. La chose suivante dont je me souviens, c'est d'être dans une ambulance. Pauline prenait des notes furieusement. Madame Hélène, y a-t-il quelqu'un d'autre qui puisse confirmer ces agressions? Quelqu'un qui aurait pu voir quelque chose? Sébastienne savait. C'est pour ça que Fabienne l'a renvoyée. Sébastienne a essayé de me protéger plusieurs fois, elle restait avec moi quand Richard voyageait. Mais ensuite, Fabienne a inventé cette histoire de vol et l'a mise à la porte. Je retrouverai Sébastienne, promit Pauline, et je ferai en sorte que votre histoire soit entendue, Madame Hélène. Vous avez été très courageuse de raconter tout cela. Après être sortie de la chambre, Pauline se tourna vers Richard avec une expression grave. Votre affaire est solide mais compliquée. Je vais rédiger une demande de mesures de protection d'urgence pour votre mère et une ordonnance de perquisition pour les enregistrements des caméras. Je vais également demander l'éloignement immédiat de Fabienne de la résidence. Mais Richard, vous devez être prêt. Quand elle recevra ces notifications, elle réagira. Et ce ne sera peut-être pas joli. Laissez-la réagir. Je veux qu'elle montre qui elle est vraiment. Pauline posa la main sur son épaule. Je vais charger Édouard Lemaire, notre meilleur détective privé, de retrouver Sébastienne et Roland. Je vais aussi lui demander d'enquêter sur le passé de Fabienne, de chercher d'autres cas, d'autres emplois, tout ce qui pourrait indiquer un schéma de comportement. Vous pensez qu'elle a déjà fait ça avant? Les personnes qui commettent ce genre de maltraitance commencent rarement de nulle part. Il y a généralement une histoire. Au cours des 48 heures suivantes, la vie de Richard devint un tourbillon de réunions avec des avocats, de conversations avec des enquêteurs et de veilles au chevet de sa mère. Il ne retourna pas chez lui. Il ne parla pas à Fabienne. Il loua une chambre dans l'hôtel voisin de l'hôpital et alternait entre quelques heures de sommeil et sa présence auprès de Madame Hélène. Édouard Lemaire, le détective privé, était un homme d'une 50aine d'années, chauve, toujours en jean et veste en cuir, avec un regard perspicace qui semblait lire les gens comme des livres ouverts. Il travailla avec une efficacité impressionnante. En moins de 24 heures, il avait localisé Sébastienne. L'ancienne gouvernante vivait dans une simple maison à Saint-Denis, au nord de Paris. Quand Édouard et Richard se présentèrent à sa porte, Sébastienne ouvrit et se mit immédiatement à pleurer en voyant Richard. « Monsieur Richard, Dieu merci, vous êtes venu. J'étais si inquiète pour Madame Hélène. » Ils s'assirent dans le petit salon, où Sébastienne servit du café et raconta son histoire entre larmes et sanglots. « J'ai essayé de la protéger, j'ai vraiment essayé. Mais Madame Fabienne était très maligne. Elle faisait les pires choses quand elle savait que personne ne regardait. Je voyais les marques, je voyais Madame Hélène de plus en plus maigre, de plus en plus effrayée. J'ai essayé de vous parler une fois, vous vous souvenez? Mais Madame Fabienne est apparue et a inventé cette histoire que je volais des bijoux qui n'existaient même pas. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? Et qui m'aurait cru contre une femme riche et célèbre comme Madame Fabienne? Une simple domestique? J'avais besoin de l'argent de mon indemnité pour m'occuper de ma mère qui est malade. Mais je n'ai jamais cessé de m'inquiéter pour Madame Hélène. Jamais. Édouard enregistra tout son témoignage. Il obtint également le contact de Roland, le jardinier, qui confirma avoir été témoin de plusieurs épisodes étranges. Une fois, il avait vu Fabienne pousser violemment Madame Hélène dans le jardin. Une autre fois, il avait entendu des cris venant de l'intérieur de la maison. Mais Roland, comme Sébastienne, avait peur d'affronter une femme si puissante. « Les gens ont peur de s'opposer aux riches », dit Édouard à Richard, alors qu'il revenait en voiture du quartier de Roland. « Mais maintenant, nous avons 2 témoins prêts à déposer. Cela change tout. » Le tournant décisif arriva le 3e jour. Édouard, utilisant ses contacts dans le domaine de la technologie, réussit à retrouver la trace du système de sécurité de la maison
grâce à un technicien qui avait fait l'installation originale. Les caméras, comme Pauline l'avait soupçonné, avaient une sauvegarde automatique dans le cloud. Fabienne avait peut-être effacé les enregistrements locaux, mais les copies sur le cloud étaient toujours là, protégées par un mot de passe que le technicien parvint à récupérer. Quand Richard vit les enregistrements pour la première fois, il se sentit physiquement malade. Tout était là. Des mois d'abus psychologiques, méticuleusement documentés. Fabienne poussant Madame Hélène, criant sur elle, l'empêchant de manger, l'enfermant dans sa chambre. Et le jour fatidique, l'enregistrement montrait Fabienne traînant Madame Hélène jusqu'au cellier et l'enfermant dans le congélateur. Quelques minutes auparavant, elle avait éteint les caméras intérieures du cellier, mais les caméras extérieures avaient capturé le moment où elle y avait emmené Madame Hélène. Elle a prémédité son acte, dit Édouard en analysant les images. Elle a éteint les caméras spécifiques, mais a oublié que les caméras extérieures continueraient d'enregistrer. C'était une erreur, et cette erreur va lui coûter très cher. Pauline apporta immédiatement les enregistrements au juge, ainsi que les dépositions de Sébastienne et Roland, le rapport médical de l'hôpital et le témoignage de Madame Hélène. En quelques heures, le juge accorda la mesure de protection d'urgence, ordonna l'éloignement immédiat de Fabienne de la résidence et autorisa l'ouverture d'une enquête policière. Richard était dans la chambre avec Madame Hélène quand Pauline appela avec la nouvelle. « Nous avons réussi, Richard. La police se rend chez vous maintenant pour notifier Fabienne. Elle devra quitter la résidence immédiatement et ne pourra pas s'approcher de votre mère sous peine d'arrestation. » Mais Fabienne ne réagit pas comme une personne coupable qui se rend. Elle réagit comme une stratège expérimentée qui commence une guerre. En quelques heures, son attaché de presse diffusa un communiqué officiel à tous les médias de Paris. Le communiqué dépeignait Fabienne comme une épouse dévouée injustement accusée par une belle-mère sénile et un mari manipulé. Elle affirmait que Madame Hélène souffrait de confusion mentale sévère, que l'incident du congélateur avait été un accident tragique lorsque la vieille dame s'était enfermée seule, et que les accusations de maltraitance étaient une tentative de détruire sa réputation. « J'ai toujours consacré ma vie à prendre soin des plus vulnérables à travers mon travail social », disait le communiqué. « Il est dévastateur d'être faussement accusé précisément du type de cruauté que j'ai consacré ma vie à combattre. J'ai confiance que la vérité prévaudra et que mon nom sera lavé de cette diffamation. » Les médias explosèrent. Des journalistes campèrent devant l'hôpital et l'hôtel particulier de Neuilly. L'affaire fit la une des principaux journaux. Les réseaux sociaux se divisèrent entre ceux qui défendaient Fabienne, citant ses œuvres de bienfaisance, et ceux qui croyaient Madame Hélène. Richard dut engager des gardes du corps pour empêcher les journalistes d'entrer dans la chambre de sa mère. Fabienne donna des interviews en larmes à des émissions de télévision, toujours impeccablement vêtue, toujours avec cette expression de douleur et d'indignation. Elle était douée, très douée. Elle savait exactement comment jouer avec les caméras, comment moduler sa voix, comment paraître à la fois forte et victimisée. Simultanément, des rumeurs malveillantes sur Richard commencèrent à circuler. Des blogs à potins publiaient des histoires sur sa prétendue infidélité, sur des problèmes financiers, sur son tempérament explosif. C'était clairement une campagne coordonnée pour détruire sa crédibilité. Les amis de Fabienne dans les chroniques mondaines publiaient des textes la défendant, remettant en question les motivations de Richard, insinuant qu'il voulait s'emparer de son patrimoine. « C'est une guerre sale », dit Pauline lors d'une réunion dans son bureau. « Elle utilise toutes les armes qu'elle a, mais nous avons quelque chose qu'elle n'a pas. Nous avons la vérité, et nous avons des preuves. » L'audience préliminaire fut fixée 2 semaines plus tard. Entre-temps, Madame Hélène sortit de l'hôpital avec la recommandation d'un suivi psychologique intensif. Richard l'emmena dans un appartement qu'il loua dans un quartier tranquille, loin de la maison, loin des caméras, loin de Fabienne. Sébastienne recommença à travailler pour eux, non plus seulement comme gouvernante, mais comme compagne constante de Madame Hélène. « Je ne la laisserai plus jamais seule, » promit Richard à sa mère. « Je ne mettrai plus jamais le travail avant toi. Plus jamais. » Madame Hélène sourit, mais c'était un sourire triste. « Tu n'y es pour rien, mon fils. Elle était très douée pour tromper les gens. » Mais Richard savait qu'il y était pour quelque chose. Pas pour la méchanceté de Fabienne, mais pour son propre aveuglement, pour les choix qu'il avait faits.
pour l'absence qu'il avait cultivée, pour la mère qu'il avait négligée au nom de l'ambition et du succès. Il passa les 2 semaines suivantes à réorganiser complètement sa vie. Il demanda un congé sans solde à durée indéterminée. Quand son patron essaya de discuter, Richard dit simplement « J'ai failli perdre ma mère à cause de ce travail. Je ne laisserai pas cela se reproduire. » Et il raccrocha. Sa priorité était désormais autre. C'était d'être présent, de protéger, d'assurer la justice. Et quand l'audience arriva enfin, Richard était prêt à affronter Fabienne face à face et à faire savoir au monde entier qui elle était vraiment. Le palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité, était encerclé de journalistes, de caméras et de curieux lorsque Richard arriva le matin de l'audience. Le bâtiment imposant, avec ses colonnes et son large escalier, semblait encore plus intimidant sous le ciel gris de Paris. Les flashs crépitèrent dès que sa voiture s'arrêta. Des microphones furent tendus dans sa direction. Des voix criaient des questions simultanées, créant un chaos assourdissant. « Monsieur Mercier, est-il vrai que votre femme a tenté de tuer votre mère? Cherchez-vous à obtenir son patrimoine? Madame Hélène est-elle en état de témoigner ?» Richard ignora toutes les questions, gardant la tête baissée tandis que des gardes du corps lui frayaient un chemin à travers la foule. À ses côtés, Madame Hélène marchait appuyée à son bras, vêtue d'un ensemble simple mais digne, les cheveux blancs attachés dans ce chignon qu'elle ne portait plus depuis avant que tout n'arrive. Elle était plus forte maintenant, après 2 semaines de soins, d'alimentation adéquate et de thérapie. Mais Richard pouvait encore voir la peur dans ses yeux, une peur qui ne disparaîtrait probablement jamais, complètement. « Tout va bien, maman, je suis là, maître Pauline est là, tu n'es pas seule. » Madame Hélène serra le bras de son fils. « Je sais, mon amour, je sais. » Ils entrèrent dans le bâtiment et montèrent jusqu'à la salle d'audience. Pauline était déjà là, organisant des documents sur sa table, vêtue d'un tailleur gris qui lui donnait une apparence à la fois professionnelle et maternelle. À côté d'elle, Édouard Lemaire vérifiait quelque chose sur son ordinateur portable, probablement les enregistrements qui seraient présentés. Sébastienne et Roland étaient assis sur les bancs des témoins, tous deux, visiblement nerveux mais déterminés. De l'autre côté de la salle, Fabienne était assise à côté de ses 3 avocats. Elle portait une robe bleu marine discrète, les cheveux blonds lâchés en ondulations douces, un maquillage léger qui la faisait paraître à la fois vulnérable et forte. Lorsque Richard et Madame Hélène entrèrent, Fabienne les regarda avec une expression qui mêlait mépris et quelque chose qui pourrait être de la peine. C'était une bonne actrice, Richard devait l'admettre. S'il ne savait pas la vérité, s'il n'avait pas vu les enregistrements, il la croirait peut-être encore. Le juge, Marcel Fournier, était un homme d'une 60aine d'années, connu pour sa rigueur et son impartialité. Il entra par la porte latérale et tout le monde se leva. La séance était officiellement ouverte. Pauline commença par présenter l'affaire de manière méthodique et dévastatrice. D'abord, elle appela le docteur Béatrice Alain, qui détailla l'état dans lequel Madame Hélène était arrivée à l'hôpital. Hypothermie sévère, déshydratation, dénutrition, multiples ecchymoses à différents stades de guérison. Chaque mot de la médecin était comme un coup de marteau, dressant un portrait indéniable de maltraitance prolongée. Les avocats de Fabienne tentèrent de remettre en question le diagnostic, suggérant que les ecchymoses pouvaient avoir d'autres explications, que les personnes âgées étaient naturellement fragiles. Mais le docteur Alain ne se laissa pas déstabiliser. « Ce ne sont pas des ecchymoses accidentelles, » dit-elle fermement. « Ce sont des lésions compatibles avec une agression intentionnelle et une contention forcée. J'ai vu de nombreux cas de maltraitance de personnes âgées dans ma carrière. C'est l'un des plus clairs que j'ai jamais rencontrés. » Ensuite, Marianne Dubois, l'assistante sociale, témoigna sur les signes psychologiques de traumatisme que présentait Madame Hélène. La peur excessive, la difficulté à établir un contact visuel, la façon dont elle se recroquevillait lorsque certains sujets étaient abordés. Tout indiquait une victime de maltraitance systématique et prolongée. Quand ce fut le tour de Sébastienne, l'ancienne gouvernante monta à la barre, les mains tremblantes. Mais quand elle commença à parler, sa voix devint ferme, nourrie par l'indignation accumulée de mois de silence forcé. « Je voyais tout, » dit-elle, les larmes coulant. « Je voyais Madame Fabienne humilier Madame Hélène, crier sur elle, la pousser. Je voyais quand elle cachait sa nourriture, quand elle l'enfermait dans sa chambre pendant des heures.
J'ai essayé d'intervenir plusieurs fois, mais Madame Fabienne me menaçait, disait qu'elle me renverrait sans référence, qu'elle ferait en sorte que je ne trouve plus jamais de travail à Paris. Quand j'ai finalement essayé de le dire à Monsieur Richard, elle a inventé cette histoire de vol et m'a mise à la porte. Les avocats de Fabienne attaquèrent férocement. Ils suggérèrent que Sébastienne inventait des histoires par vengeance, qu'elle était une employée mécontente en quête d'argent. Mais Sébastienne maintint sa version, inébranlable. Roland, le jardinier, corrobora tout ce que Sébastienne avait dit. Il avait vu moins de choses, car il travaillait principalement à l'extérieur, mais les épisodes dont il avait été témoin étaient tout aussi troublants. Une fois, il avait vu Fabienne traîner Madame Hélène par les cheveux. Une autre fois, il avait entendu la vieille dame supplier pour de l'eau pendant que Fabienne riait. Mais le moment crucial arriva lorsque Pauline demanda la permission de présenter les enregistrements des caméras de sécurité. La salle devint silencieuse, tandis que les lumières s'éteignaient et que l'écran s'allumait. Richard serra la main de sa mère pendant que les images commençaient à défiler. Il les avait déjà vues des dizaines de fois pendant la préparation du dossier, mais chaque fois c'était comme un nouveau coup de poignard. Voir la personne qu'il avait aimée, avec qui il s'était marié, avec qui il avait rêvé de construire une vie, faire cela à sa mère, c'était insupportable. Les enregistrements montraient tout. Fabienne poussant violemment Madame Hélène. Fabienne criant des insultes horribles, tandis que la vieille dame pleurait. Fabienne l'empêchant de manger, jetant son assiette à la poubelle, pendant que Madame Hélène suppliait. Fabienne l'enfermant dans sa chambre et sortant, laissant la vieille dame frapper désespérément à la porte. Mais l'enregistrement le plus dévastateur était celui du jour du congélateur. Même sans son interne, les images extérieures montraient clairement Fabienne traînant Madame Hélène jusqu'au cellier. Elles montraient l'expression de terreur sur le visage de la vieille dame. Elle montrait Fabienne verrouillant la porte avec un cadenas et gardant la clé dans sa poche. Et puis, quelques minutes plus tard, elle montrait Fabienne retournant au salon, prenant un verre de vin et s'asseyant calmement sur le canapé pour regarder la télévision, comme si de rien n'était. Quand les lumières se rallumèrent, il y avait des larmes sur de nombreux visages dans la salle. Certains des journalistes qui avaient réussi à entrer s'essuyaient discrètement les yeux. Le juge Fournier avait une expression sombre. « Maître Pauline, ces enregistrements sont-ils authentiques ?» demanda-t-il. « Oui, votre honneur. Nous avons le rapport technique confirmant qu'il n'y a eu aucune sorte d'édition ou de manipulation. Le technicien qui a installé le système est également disponible pour témoigner si nécessaire. » Le juge hocha la tête. « Ce ne sera pas nécessaire. Les images parlent d'elles-mêmes. » Les avocats de Fabienne tentèrent de soutenir que les enregistrements étaient assortis de leur contexte, qu'ils ne montraient pas toute l'histoire, que Madame Hélène aurait pu provoquer ces réactions. Mais il était trop tard. Le mal était fait. La vérité était là, indéniable et brutale. Quand vint enfin le tour de Fabienne de témoigner, elle monta à la barre la tête haute, conservant toujours cette façade de dignité blessée. Son avocat principal, maître Auguste Roche, mena un interrogatoire soigneusement préparé, où Fabienne se dépeignit comme une femme dévouée qui avait fait de son mieux pour s'occuper d'une belle-mère difficile et mentalement instable. « J'aimais Madame Hélène, dit-elle, la voix étranglée par une fausse émotion. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui rendre cette maison confortable, mais elle était de plus en plus confuse, de plus en plus agressive. Je ne savais plus comment gérer. Et oui, j'admets que j'ai perdu patience quelquefois. Qui n'a jamais perdu patience? Mais jamais, au grand jamais, je n'ai essayé de lui faire du mal intentionnellement. » « Et l'épisode du congélateur ?» demanda son avocat. « C'était un terrible accident. Madame Hélène était agitée ce matin-là, disant qu'elle voulait réorganiser le cellier. J'étais occupé par mon travail et j'ai dit que ce n'était pas le bon moment, mais elle a insisté. Quand je suis allé vérifier plus tard, j'ai trouvé la porte bloquée. Elle a dû s'enfermer accidentellement de l'intérieur. J'ai immédiatement appelé à l'aide et je l'ai emmenée à l'hôpital. J'étais désespéré. » C'était une histoire bien construite. S'il n'y avait pas eu les enregistrements, elle aurait même pu être convaincante. Mais il y avait les enregistrements, il y avait les preuves, il y avait la vérité. Quand vint le tour de Pauline de mener le contre-interrogatoire, elle se leva lentement, prit une tablette et marcha jusqu'à se tenir en face de Fabienne.
Madame Fabienne, vous avez dit que c'était un accident. Mais les caméras vous montrent clairement en train de traîner Madame Hélène jusqu'au cellier et de verrouiller la porte avec un cadenas. Comment expliquez-vous cela? Fabienne hésita pour la première fois. J'essayais de la calmer. Elle était très agitée. La calmer en l'enfermant dans un congélateur industriel pendant 6 heures, ce n'était pas 6 heures, c'était au maximum 2. Le rapport médical confirme qu'il s'agissait d'entre 4 et 6 heures, en se basant sur la gravité de l'hypothermie. Êtes-vous en train de dire que les médecins ont menti? Non, je me suis trompé sur l'heure. Pauline montra la tablette à Fabienne. Ce sont vos messages textes de ce jour-là. À 14h30, vous avez écrit à une amie en disant, et je cite, « Je vais enfin avoir la paix dans cette maison. Le problème sera résolu aujourd'hui. » Qu'entendiez-vous par là? Le visage de Fabienne blêmit. Je ne me souviens pas de ce contexte. Je parlais probablement d'autre chose. De quelle autre chose? Vous avez enfermé Madame Hélène dans le congélateur à 13h20, comme le montrent les caméras. 1 heure plus tard, vous avez écrit ce message. Le contexte semble assez clair. Vous déformez tout. La voix de Fabienne devint plus aiguë, perdant ce contrôle prudent. Je ne fais que présenter des faits, Madame Fabienne, des faits documentés, enregistrés, éprouvés. Pauline retourna à sa table et prit un autre document. Nous avons également découvert quelque chose d'intéressant en enquêtant sur votre passé. Avant d'épouser Richard, vous avez travaillé comme aide-soignante pour un monsieur âgé à Orléans. Son nom était Antoine Sylvain. Il est décédé dans des circonstances suspectes 6 mois après que vous ayez commencé à travailler pour lui. Sa famille a même ouvert une enquête, mais elle a été classée sans suite par manque de preuves. Souhaitez-vous commenter cela? Les avocats de Fabienne explosèrent en objection, affirmant que cela n'avait aucun rapport avec l'affaire actuelle. Mais le mal était fait. La graine du doute avait été semée. Fabienne n'était pas une épouse qui avait perdu patience une fois. C'était quelqu'un avec un schéma, une histoire. Le juge frappa de son marteau. Silence. Maître Pauline, restez concentrée sur l'affaire présente. Oui, votre honneur. Pauline se tourna de nouveau vers Fabienne. Dernière question, Madame Fabienne. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi blesser une vieille dame sans défense qui ne vous a jamais fait de mal? Fabienne la fixa avec une haine pure, et puis quelque chose en elle se brisa. Peut-être était-ce le poids des mensonges, peut-être la frustration de voir son plan parfait s'effondrer, peut-être simplement l'arrogance. Mais elle lâcha la vérité comme du venin. Parce qu'elle était sur mon chemin. La voix résonna dans la salle. Parce que cette maison était à moi, cette vie était à moi. Et elle est arrivée et a tout gâché. Toujours au milieu, toujours à avoir besoin d'attention, toujours à faire en sorte que Richard se sente coupable. J'ai travaillé des années pour construire cette relation, pour avoir accès à cet argent, à ces relations, et elle était en train de tout ruiner. Oui, je l'ai enfermée dans le congélateur. Et vous savez quoi? Je voulais qu'elle y meure, je voulais qu'elle disparaisse pour toujours. Le silence qui suivit fut absolu. Même les avocats de Fabienne semblaient choqués. Elle réalisa trop tard ce qu'elle avait fait. Elle porta les mains à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Elle tenta de revenir en arrière, de dire qu'elle était confuse, que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Mais il était trop tard. L'aveu avait été fait devant un juge, des témoins et des journalistes. Le juge Fournier frappa son marteau avec force. Silence. Madame Fabienne, vous venez d'avouer publiquement une tentative d'homicide qualifié et la torture d'une personne âgée. Je décrète votre détention préventive immédiate. Officier, veuillez procéder à l'arrestation. 2 policiers s'approchèrent de Fabienne, qui se mit à crier et à résister. « Non, vous ne comprenez pas. C'est elle qui a provoqué ça. Elle le méritait. Je ne suis pas la méchante ici. » Mais personne n'écoutait. Elle fut menottée et emmenée hors de la salle, criant toujours des protestations incohérentes. Les flashs des caméras explosèrent, documentant chaque instant de sa chute. Richard serra sa mère dans ses bras, qui pleurait de soulagement sur son épaule. « C'est fini, maman, c'est fini. » Dans les mois qui suivirent, la vie de Richard et de Madame Hélène commença à se reconstruire lentement. Fabienne fut condamnée à 12 ans de prison pour tentative d'homicide qualifié, torture et maltraitance de personnes âgées. Le procès fut largement couvert par les médias, devenant une référence dans le débat sur la maltraitance des personnes âgées en France.
De nombreuses victimes qui avaient auparavant peur de parler trouvèrent le courage dans l'histoire de Madame Hélène. Richard vendit l'hôtel particulier de Neuilly. Il ne pouvait plus regarder cet endroit sans se souvenir de la souffrance de sa mère. Avec l'argent, il acheta un appartement chaleureux à Montparnasse, près de Parc, et avec une vue magnifique sur la ville. Madame Hélène avait sa propre chambre, décorée exactement comme elle le voulait, avec de l'espace pour ses orchidées et sa petite bibliothèque. Mais plus important que le nouveau foyer fut le nouveau but qu'ils trouvèrent. Richard utilisa une partie de sa fortune pour créer la Fondation Hélène Mercier, dédiée au soutien des personnes âgées victimes de maltraitance. L'organisation offrait une assistance juridique gratuite, un suivi psychologique, un hébergement temporaire et des programmes de réinsertion sociale. Marianne Dubois, l'assistante sociale qui avait la première identifié les signes de maltraitance, devint la directrice exécutive de la Fondation. Sébastienne coordonnait le programme des aides-soignants, formant des professionnels à identifier et signaler les abus. Édouard Lemaire, le détective, offrait ses services pro bono pour les cas complexes. La Fondation grandit au-delà des attentes. En 2 ans, elle avait déjà des bureaux à Paris, Lyon et Marseille. Elle aidait plus de 1000 personnes âgées par an. Elle obtint l'approbation de lois plus strictes contre la maltraitance des personnes âgées. Elle devint une référence nationale. Madame Hélène, de son côté, s'épanouit de manière que Richard n'aurait jamais imaginée. Elle commença à suivre des cours de peinture, découvrant un talent artistique qu'elle ne se connaissait pas. Ses toiles, pleines de couleurs vives et de formes abstraites, étaient exposées dans les galeries de la Fondation. Elle participait également à des groupes de soutien, partageant son histoire avec d'autres victimes, leur offrant le même espoir qui lui avait été offert un jour. Le sourire revint sur son visage. Les cauchemars venaient encore parfois, mais de plus en plus espacés, et chaque fois qu'elle se réveillait effrayée, Richard était là, toujours présent, toujours attentif, compensant des années d'absence par des années de présence. Richard ne retourna jamais dans la multinationale. Il découvrit que ce monde des affaires impitoyables et des priorités déformées ne lui manquait pas. Son travail avait maintenant un sens réel. Chaque personne âgée que la Fondation aidait, chaque famille qui parvenait à se reconnecter, chaque agresseur qui était traduit en justice, tout cela valait plus que n'importe quel contrat millionnaire. Il trouva aussi du temps pour lui-même. Il commença à courir le matin au parc Montsouris. Il se remit à lire des livres pour le plaisir, pas seulement des rapports d'affaires. Il se fit de nouveaux amis, des gens authentiques qui se souciaient de lui en tant qu'être humain, pas en tant que cadre à succès. Et pour la première fois depuis des décennies, il se sentit véritablement heureux. 3 ans après le jour fatidique du congélateur, la Fondation Hélène Mercier organisa son premier gala de charité. L'événement eut lieu à l'hôtel Ritz Paris, réunissant des entrepreneurs, des artistes, des politiciens et des militants. L'argent récolté serait utilisé pour étendre les opérations de la Fondation à 5 autres régions. Madame Hélène, à 75 ans, monta sur scène pour prononcer le discours principal. Elle portait une élégante robe bleue, les cheveux blancs coiffés en un chignon moderne, et il y avait une lumière dans ses yeux qui n'existait pas auparavant. Richard la regardait depuis le premier rang, le cœur débordant de fierté. « Il y a 3 ans, commença-t-elle, sa voix ferme résonnant dans la salle, j'étais enfermé dans un endroit sombre et froid, convaincu que ma vie était finie, convaincu que personne ne viendrait me sauver. Mais mon fils est venu. Il a entendu mon appel au secours à travers les continents et a tout laissé tomber pour venir me chercher. Et ce faisant, il n'a pas seulement sauvé ma vie, il a sauvé mon âme. » Elle fit une pause, essuyant discrètement une larme. Mais ce sauvetage ne s'est pas terminé à l'hôpital. Il se termine chaque jour, dans chaque étreinte que nous échangeons, dans chaque petit déjeuner que nous partageons, dans chaque conversation que nous avons. Il se termine ici, dans cette fondation, chaque fois que nous aidons une autre personne à échapper à l'obscurité. Parce que la véritable victoire sur la maltraitance n'est pas seulement de survivre, c'est de transformer la douleur en raison d'être. C'est de prendre la souffrance et de la modeler en espoir pour les autres. Elle regarda directement Richard. « Mon fils m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix, qu'une vie peut changer de direction à tout moment, que le véritable amour ne consiste pas à être toujours présent, mais à être présent quand cela compte le plus, et que le courage n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur,
et de faire quand même ce qui doit être fait. Le public se leva pour l'applaudir. Beaucoup pleuraient ouvertement. Richard monta sur scène et serra sa mère dans ses bras, cette femme extraordinaire qui avait survécu à l'enfer et en était sortie encore capable d'aimer, de pardonner, d'aider. « Merci, maman », lui murmura-t-il à l'oreille, « de m'avoir appris ce qui compte vraiment. » Elle sourit, tenant son visage entre ses mains. « Non, mon fils, merci de m'avoir rappelé qu'il y a toujours de la lumière après les ténèbres, qu'il y a toujours de l'espoir après le désespoir, et que l'amour d'une famille peut guérir même les blessures les plus profondes. » Cette nuit-là, alors que le gala se poursuivait avec de la musique et des célébrations, Richard sortit sur le balcon et regarda le ciel étoilé au-dessus de Paris. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu au cours de ces années. Le mariage, la carrière fulgurante, la vie qu'il pensait vouloir, et il réalisa que rien de tout cela ne lui manquait, parce qu'il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Il avait retrouvé sa mère, il avait trouvé un but, il s'était retrouvé lui-même. L'hôtel particulier de Neuilly, qui avait été autrefois le théâtre de souffrances silencieuses, était maintenant vide, en cours de préparation pour devenir l'un des centres d'accueil de la Fondation. Bientôt, ces murs qui avaient été témoins de tant de douleurs seraient également témoins de guérison et de renouveau. La chambre où Madame Hélène était enfermée deviendrait une salle de thérapie. Le cellier avec le congélateur serait démoli et remplacé par un jardin thérapeutique. Le mal serait transformé en bien. Et Fabienne? Elle purgeait sa peine dans le quartier des femmes de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Richard ne lui rendit plus jamais visite, non par vengeance, mais parce que ce chapitre de sa vie était clos. Elle n'avait plus de pouvoir sur lui ou sur sa mère. Elle n'était qu'une femme payant pour ses propres choix. Un rappel que nos actions ont toujours des conséquences. Quand Richard retourna à l'intérieur de la salle, il trouva Madame Hélène entourée de gens. Des personnes âgées que la Fondation avait aidées, des bénévoles, des donateurs, tous voulant la remercier, tous voulant raconter comment cette organisation avait changé leur vie. Et sa mère accueillait chacun avec ce sourire doux, cette étreinte chaleureuse, cette capacité infinie d'empathie que même la maltraitance n'avait pas réussi à détruire. Richard resta à observer de loin un moment, gravant cette scène dans sa mémoire. Sa mère, radieuse et forte, Sébastien à ses côtés, fidèle comme toujours, Marianne coordonnant discrètement les détails de l'événement, Édouard discutant avec de potentiels enquêteurs bénévoles. Tout ce réseau de bonnes personnes, unis par un but commun. Et il réalisa que c'était là la véritable définition du succès. Pas des contrats millionnaires ou des titres impressionnants sur des cartes de visite, mais plutôt faire une réelle différence dans la vie des gens. Protéger les vulnérables, transformer la tragédie en triomphe, construire quelque chose qui durerait au-delà de sa propre vie. Le voyage avait été douloureux, la route avait été escarpée. Mais à la fin, chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de peur et d'incertitude en valait la peine, parce qu'ils étaient là, de l'autre côté, non seulement des survivants, mais des vainqueurs. Non seulement guéris, mais transformateurs. L'ancienne obscurité de la maison, qui avait failli les consumer, était devenue la lumière qui éclairait maintenant le chemin pour d'innombrables autres. Et dans cette salle pleine d'espoir et de renouveau, entourée de personnes qui prouvaient chaque jour que le bien peut vaincre le mal, Richard comprit enfin la plus grande leçon de toutes. Leur histoire n'a jamais été une histoire de destruction, elle a toujours été une histoire de renaissance, de seconde chance, du pouvoir rédempteur de l'amour véritable, et de la façon dont, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un choix, le choix d'abandonner ou de se battre, de laisser le mal gagner ou de le transformer en quelque chose de bien. Ils ont choisi de se battre, ils ont choisi de transformer, ils ont choisi de vaincre. Et dans ce processus, ils n'ont pas seulement sauvé une vie, ils en ont sauvé des milliers, et ils continueraient d'en sauver pendant de nombreuses années encore, une personne âgée vulnérable à la fois, une famille réunie à la fois, une histoire d'espoir à la fois. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui nous définit. Pas les tragédies qui nous arrivent, mais ce que nous choisissons d'en faire. Pas la profondeur de notre chute, mais la hauteur à laquelle nous parvenons à nous relever. Pas les ténèbres que nous affrontons, mais la lumière que nous décidons d'être pour les autres. Et la lumière de la Fondation Hélène Mercier
continuerait de briller, forte et constante, éclairant le chemin pour tous ceux qui étaient encore prisonniers de leurs propres ténèbres, leur rappelant qu'il y a de l'espoir, qu'il y a la justice, et qu'il y a toujours un chemin pour rentrer à la maison. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Richard et Madame Hélène a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de douleur, de courage et de renaissance, laissez un pouce bleu dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans ce récit. Était-ce la force de Madame Hélène, la transformation de Richard, la justice rendue? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses et captivantes comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui montrent comment l'amour peut triompher de la cruauté et comment l'espoir peut naître même dans les endroits les plus sombres. Nous vous attendons au prochain épisode avec une autre histoire qui va bouleverser vos émotions et vous faire réfléchir sur la vie. D'ici là, n'oubliez pas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette histoire avec ceux qui, selon vous, ont besoin de l'entendre. À bientôt.